Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Et bienvenue en tout cas. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux à cette remise des prix de la presse Belfius. 54e édition des prix de la presse déjà, avec cette année près de 270 candidatures et 28 nominés. Une édition qui, comme l'an dernier, est filmée et diffusée sur YouTube via live stream. Vous, lauréats, pourrez donc saluer ceux qui vous regardent à distance en montant les marches qui se situent à votre droite. Il y a une petite caméra. N'hésitez pas à faire un petit coucou à vos amis. Bedankt Michel de Macht, mijn co-presentator voor vanavond, de collega van RTL. Welkom ook van mij, uiteraard aan de mensen van Belfius en ook de vele collega's in de zaal. Welkom op deze 54e editie van de Belfius Persprijzen. Een uitreiking, en dat heb ik toch maar mogen vaststellen deze week op de redactie, waar heel veel journalisten met de nodige spanning naar uitkijken elk jaar. 54 jaar al, dat is een prijs met een lange traditie, maar ze is springlevend. Want in 2016 zijn er liefst 270 inzendingen binnengekomen en dat is een record. Ik wil u nog even zeggen dat deze uitreiking gefilmd wordt en gelivestreamd wordt op YouTube. En voor diegenen die straks de eer en het genoegen hebben om een prijs in ontvangst te komen nemen, u neemt die trap daar aan uw rechterkant en er hangt ook een cameraatje vastgetaped aan de muur en kunt u eens zwaaien. Aux côtés d'Annelies Van Erck de la VRT, j'ai le plaisir donc d'animer cette véritable institution de notre calendrier journalistique. Alors dans l'ordre, cette année, nous allons remettre les prix francophones et néerlandophones de la presse digitale. Daarna de lokale pers. De la presse écrite. De fotopersprijs dan. Le prix de la presse germanophone. En dan de radiopers. Le prix de la presse télévisée. En tot slot de prijs voor financiële en economische berichtgeving. Alors, chaque année, le suspense est insoutenable dans cette salle et les secouristes doivent absolument intervenir pour abréger votre supplice. Alors, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet avec ce premier film qui vous présente les nominés du prix de la presse digitale. Ici à l'abbaye de Rochefort, je m'appelle Frère Pierre, je vous propose une petite visite guidée de notre brasserie. Pas n'importe quelle brasserie, hein? La brasserie on fabrique, la Trappiste Rochefort. Allez, on va donner quelques explications sur ces trois candidatures côté francophone pour ces trois candidatures-là. Dans les nouveaux pauvres pour le site rtbf.be, Patrick Séverin s'est intéressé à cette précarité ordinaire, invisible et souvent inavouable à Bruxelles. Rencontre avec une génération qui, pour la toute première fois, vit moins bien que ses parents. Pour la libre.be, 5 journalistes du site proposent une immersion dans l'univers mystérieux d'un médecin légiste. Un web documentaire construit en 6 épisodes. Photographies de haute voltige, justesse journalistique et esthétique sont soulignées par les membres du jury. Et puis pour matélé.be, 10 journalistes ont mené une enquête dans notre assiette avec cette interrogation: pourquoi mange-t-on ce que l'on mange? Un véritable laboratoire multimédia, blog, web documentaire, groupe Facebook, reportage 360 degrés également, avec un prolongement dans la vraie vie, avec la mise en place de 47 auberges espagnoles interconnectées. On va tout de suite découvrir avec vous, ma chère Annelies, quels sont les premiers lauréats de cette 54e édition du Prix Belfius. De winnaar in de categorie Presse Digitale is l'équipe de la libre.be. Alors, où sont-ils? Venez tous. Le temps qu'ils arrivent jusqu'à nous sur la scène, on vous attend, l'équipe de la libre.be. Il y a Jonas Legge, il y a Jean-Christophe Guillaume, Alexis Holo, Olivier Paponi et Christelle Lerbourg. Je ne sais pas s'ils sont tous là, mais je pense que oui. Ils sont tous là. Bienvenue. Oui, je vois des gens sérieux à la libre.be, me dit-il.
Bon, ben, félicitations aux gens sérieux dans ce cas-là. Je ne sais pas qui va prendre la parole, peut-être Jonas ? Jonas, félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Alors, quand même, de beaux compliments de la part du jury. Hein. Justesse journalistique, esthétique, c'est des choses qui ont un peu dans un prix. Ça nous touche d'autant plus que le projet était humainement assez touchant. Il y avait une retenue qui était que le sujet imposé. Et donc, avec les photographes, on s'était mis d'accord dès le départ que l'aspect humain devait être privilégié. Alors justement, qu'est-ce qui vous a, dans votre enquête, le plus surpris sur ce métier de légiste ? Le plus surpris, c'est surtout la situation sociale des personnes qu'on a découvertes finalement, parce qu'on s'est rendu compte que même si on était dans des quartiers huppés de Bruxelles, derrière des belles façades, on trouvait des cas finalement de misère sociale assez touchante. C'est surtout ça. Alors il y a dans ce travail un travail photo de haute voltige, comme lui dit le jury. Là je vais m'adresser à Alexis Olliot et à Olivier Papeny. Je ne sais pas qui prend la parole de vous deux, Olivier et Jean-Christophe aussi. Alexis. Bon ben voilà, c'est une première pour toi, c'est une première pour moi de le recevoir. C'est la première fois que je suis là ce soir aussi pour participer à la cérémonie. Donc très, très honoré, très surpris parce que je trouve que les projets... les autres projets étaient de très, très, très haute qualité aussi. Donc, voilà. Mais dans ce projet, il faut dire que la photo a pris une grande ampleur, une grande emprise. Absolument. On a été à trois à travailler avec Jonas à tour de rôle. Ça a été une grosse implication. C'est un sujet évidemment pas facile parce qu'on est devant des choses qui sont très, très dures. Mais c'est passionnant, c'est ce qui fait la beauté du travail. Bon, des projets en cours, là, maintenant, pour l'an prochain ? Plein, certainement, mais on aura d'autres occasions pour en parler. On espère vous voir en tout cas, et on peut les applaudir. L'équipe de la Libre.be. Encore un petit mot d'Olivier Papeny. Moi, je voudrais juste dire un mot. Je voudrais parler de Mathias Depardon, qui, pour l'instant, subit son 24e jour de détention en Turquie. Pour quelle raison, finalement, injustifiée, hein, photographe français, donc photojournaliste français. Oui, dont le président Macron a parlé à Erdogan récemment. Exactement. Qui a arrêté sa grève de la faim par rapport à cette rencontre et peut-être une issue, on espère en tout cas, favorable dans les prochains jours. On se demande en fait combien de jours faudra-t-il pour que les médias pensent à en parler. Combien de jours de détention, voilà. J'avais juste envie de dire ça, voilà. Mais c'est important, le message est passé parce que tous les médias sont là. Voilà, on parlera de Mathias Depardon. Merci à vous. En we gaan meteen over naar dezelfde categorie digitale pers, maar dan aan Nederlandstalige zijde. Laten we eens kijken. Ken je de Tekkies? Nee. Ben je tweeten? De laatste tijd staan dit soort verontrustende video's op YouTube. Het is een oude Vlaamse man die contact zoekt met jongens. The same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. Vorig jaar heb ik op Erasmus gezeten in Puerto Rico. En ik wilde toen al naar New York gaan, maar door omstandigheden is dat eigenlijk niet kunnen doorgaan. Yes, we gaan eindelijk naar New York en dan kwam die knal. De genomineerden. Dat zijn Sam Vijs voor de Morgen.be met een reportage over een Vlaamse pedofiel die ontmaskerd werd door tieners op YouTube. Saar Sinave en Ine Renson voor Tijd.be met een digitale longread over de oorlog tegen kanker en hoe ver de medische wetenschap staat in haar strijd. En tot slot Anneleen Ophof, Rudy Franks en Vincent Merks met Een dag als geen ander. En dat is een erg doorleefde reconstructie van 22 maart met een soort digitale tijdsas waar een lezer momenten kan aanklikken. Heel gebruiksvriendelijk. Michel, hou ze niet langer in spanning. Wie is het geworden? On va tout de suite découvrir ça. Qui a gagné le prix de la presse digitale côté néerlandophone? Eh bien, on dit souvent que les derniers seront les premiers. C'est le cas ce soir. Anneleen Ophof, Rudy Franks, Vincent Merks.
KN.be. Proficiat aan de ploeg. Rudy Franks, Anneleen Ophof en Vincent Merks. Ik zie toch 2 van de 3 naar hier komen. Proficiat, gefeliciteerd met jullie prijs. Dat zijn Anneleen Ophof en Vincent Merks. Jullie hebben een historisch tijdsdocument gemaakt, maar jullie zijn digitaal gaan werken. Dat is een zegen, denk ik, dan als je zo'n massa aan getuigenissen en informatie hebt. Ja, inderdaad. Eigenlijk na de aanslag is dit heel natuurlijk gekomen. We kregen ook heel veel berichten via Facebook van mensen die hun verhaal wilden delen. Het was veel te veel om in een tv-documentaire te bundelen, dus waarom niet? Dus eigenlijk makkelijk dan. Je moest niet kiezen, hè, want anders moet je toch heel fel gaan kiezen in je materiaal. Nu kon je bijna alles uitzenden. Het is een zegen om mee te werken, maar het is ook net de moeilijkheid als je zoveel materiaal hebt. We zijn er wel een paar weken mee bezig geweest met te filteren door al het materiaal dat we hadden en alles mooi op te lijsten. Wat kunnen we gebruiken, wat niet. Maar kijk, het was de moeite waard blijkbaar. Hè. Dus. En ik heb ook de indruk dat je eigenlijk zelf ook een beetje die dag kunt beleven door bepaalde momenten aan te klikken. Ik heb het zelf ook eens gedaan. Was dat uitdrukkelijk jullie bedoeling? Ja, inderdaad. Eigenlijk was het van bij het filmen al heel duidelijk dat het een heel menselijk verhaal ging worden. Ook heel positief soms, heel hoopgevend. En sommige mensen herkennen zich beter in een jonge vrouw, anderen herkennen zich in iemand die zijn broer of zijn zus kwijt is. We willen daar graag de mogelijkheid echt geven aan de kijker om zich te identificeren met een bepaald personage of te bekijken van kijk, om 9 uur heb ik het gehoord, maar wat was er toen eigenlijk allemaal al gebeurd? Hebben jullie enig idee hoe vaak die site is aangeklikt? Misschien een moeilijke vraag. 10.000 keren, misschien 100.000. Ja. En is er een bepaald element dat veel is aangeklikt? Weten jullie dat? Wij werken sowieso ook als we zo'n groot project doen met aparte video's ook nog eens voor Facebook, zodat effectief een zo groot mogelijk publiek de boodschap meekrijgt. En vooral het opsporingsbericht van Benjamin is viraal gegaan, meer dan 1 miljoen kijkers. Die was op zoek naar de soldaat die zijn been had afgebonden vlak na de aanslag. En zo hebben we ook die 2 mensen terug kunnen samenbrengen. Ja, dat is heel mooi. Nog eens proficiat met jullie prijzen. Geniet ervan. Indak als geen ander, Anneleen Ophof, Vincent Merks et Rudy Franks. On enchaîne cette remise de prix avec celui de la presse locale et on en découvre en images les nominés. Ouvriers, cadres, employés, ils vont assister au chargement du premier four athusien destiné à poursuivre la production de verre feuilleté à Moustier-sur-Sambre, dans le Namurois, au sein d'une autre usine du groupe. Un silence de cathédrale règne ici durant les opérations. Certains immortalisent néanmoins l'événement. La photo sera rangée dans la boîte à souvenirs. On perd quand même pas mal de temps dans la circulation, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer aux gens. Ça c'est mon deuxième bureau, vous voyez dans le coffre il y a encore de quoi faire des prises de sang. On ne choisit pas d'avoir des week-ends de garde, on ne choisit pas de devoir être disponible 24 heures sur 24 pour les gens. Ouais, on va se coucher un petit peu, on va profiter de ces petits moments de calme. Quand on extirpe un groupement, un village de son lieu, du milieu duquel il vit, il est en majorité touché et il lui manque quelque chose. Quelques précisions sur ces 3 nominations. Pour TV Luxe, Samira Boudou s'est intéressée à la fermeture d'un fleuron industriel wallon à Aubange, AGC Atu. Elle est revenue sur les 15 mois qui ont fait basculer l'usine. Un 52 minutes qui nous fait vivre cette difficile restructuration de l'intérieur. Pour BX1, Marie-Noëlle Dinan présente Doc de Ville dans le quotidien des 1700 médecins généralistes à Bruxelles, confrontés aux réalités des grandes villes. Le jury souligne la qualité des interventions soutenues par un montage sensible et dynamique. Et puis, pour nos télés, Aniko Ozoraï, Maxime Soyer et Thomas Rastner
propose un documentaire sur un petit hameau du Hainaut englouti au fil des temps par l'activité d'un bassin carrier. C'est le petit hameau de Guéronde. Annelies, un peu de suspense, qui remporte ce prix francophone de la presse locale. Dat is geworden Marie-Noël Dinant met Doc de Ville. Marie-Noël Dinant. Marie-Noël qui vient accompagner, alors je reconnais un caméraman, David de Hainaut, si je ne m'abuse. Un autre, Pierre Delmé, monteur, voilà, toute l'équipe mérite vos applaudissements. Venez, venez. Alors, ma chère Marie-Noël, je pense que ça doit être oui, tu es un peu seule, ça doit être une première pour BX1 certainement, hein, mais ça fait bien longtemps que Télé-Bruxelles n'avait pas remporté ce prix aussi. Hein. C'est possible. En tout cas, moi, c'est un beau cadeau parce que je fête cette année mes 20 ans à Télé-Bruxelles BX1. Donc, merci beaucoup au jury. Ça me touche voilà, joyeux anniversaire à Marie-Noël également. Alors, ce reportage, c'est presque un reportage en immersion. C'est un mode de journalistique et narratif très en vogue en ce moment. Exactement, en immersion, grâce à Frédéric de Hainaut notamment. On s'est vraiment fondu dans la vie de ces médecins généralistes, de nuit, de jour, et c'est ça qui fait la richesse de ce reportage, je pense, c'est qu'on a vraiment vécu à leur côté 24 heures sur 24, quasi. Ce reportage a changé votre vision du métier de médecin généraliste ou pas ? Oui, complètement. C'est clair qu'on a une idée un peu de la médecine de papa. C'est clair que certains médecins se revendiquent de cette médecine-là, mais quand on regarde leur quotidien, c'est bien plus que ça. Médecin de famille, c'est pas du tout un nom galvaudé aujourd'hui. On voit parfois aussi travailler très tard le soir et presque avec un garde du corps en réalité. Exactement. Dans le reportage, on constate qu'à Bruxelles, les médecins généralistes aujourd'hui doivent travailler avec des taximans qui sont exactement leur garde du corps. C'est un peu le mot. Dans certains quartiers, avant, ils n'allaient plus. Et depuis qu'il y a cette mise en place-là, cette garde avec ces taximans qui sont souvent volontaires pour accompagner ces médecins généralistes, on voit qu'on peut nouveau ramener la médecine généraliste dans des quartiers défavorisés de la capitale. Eh bien, félicitations à eux trois, Frédéric de Hainaut, Marie-Noël Dinant, Pierre Delmé, leur monteur, et joyeux anniversaire, et Christine Gomes pour le son. Et on associe Christine Gomes pour le son, bravo, et merci à vous, bonne soirée. En dan in de Nederlandstalige categorie lokale pers hebben we de volgende genomineerden. Ik denk dat wij over een enorm goede keeper van medewerkers beschikken en ik draag deze onderscheiding en deze prijs aan hen op. Ja. Maar eerste worden is natuurlijk altijd uniek. Hè. De Dolominas. Eind jaren 60, begin jaren 70 houden ze ook hier in Antwerpen ludieke acties. En de bekendste actie daarvan is die op de Miss België-verkiezing hier in Antwerpen. De verkiezing van Miss België werd voorafgegaan door een muurkrantenactie in de grote steden. Deze actie ging uit van Dolominas, die radicaal tegen deze mistoestanden zijn. Ik vat de genomineerden nog even samen. Mark van Luik en Roel Damiaans voor Het Belang van Limburg met Wij vonden asbest aan de Philipsbrug. En dat is een doorgedreven onderzoek naar het falende asbestbeleid en ook de concrete gevolgen daarvan. Dan de regioredacties van Het Nieuwsblad met De Gemeentetest. Dat is een enorme onderneming geweest waarin ze voor elke Vlaamse gemeente punten hebben gegeven op alle verschillende aspecten van het beleid. En Luc van Bakel die heeft voor Radio 2 Antwerpen Love, Peace and Antwerp gemaakt. Dat is een radioreportagereeks over het Antwerpen van de jaren 60. Michel, vertel het ons. Tout est ici. Sentez le cœur qui palpite là. Il s'agit de Gemeentetest, de regio-redactie van Het Nieuwsblad. Proficiat aan Het Nieuwsblad, de regio-redacties van Het Nieuwsblad. Ze zijn niet allemaal gekomen, of ze zitten misschien wel in de zaal. Proficiat Jan Vijs.
Ja, jullie hebben 10 afleveringen gemaakt en het was nogthans geen jaar met gemeenteraadsverkiezingen, maar jullie insteek was, zou een fusie beter werken? Hebben jullie een antwoord gekregen op die vraag? Eigenlijk wel. We hebben eigenlijk vastgesteld dat inderdaad grotere gemeenten een betere dienstverlening kunnen bieden aan toch een groot aantal zaken in een gemeente. Maar anderzijds zijn we ook de authenticiteit van die kleine lokale gemeenten niet uit het oog verloren, waar zij ook wel op sommige punten heel goed hebben gescoord. Nu, dat is een enorme onderneming geweest. Hoe zijn jullie daaraan begonnen? 308 gemeenten, al die verschillende punten van het beleid. Hoe is dat gegaan? We zijn daar met fikse tegenzin aan begonnen. Ik ga er eerlijk in zijn. Nee. De bedoeling was om 10 goede tests te vinden. We hebben ons laten begeleiden door 10 experts die ons een waardeschaal hebben gegeven en we zijn eigenlijk op pad geweest. We hebben in 308 gemeenten praktische tests uitgewerkt die we heel concreet konden scoren. En dat is finaal tot een score geleid waarbij Gent als beste gemeente... Ja, Gent is daar inderdaad als beste gemeente uitgekomen. Nu, dat heeft ook wel voor heel wat stress en beroering gezorgd toch bij heel wat burgemeesters, heb ik begrepen. Dat klopt. We zijn heel vaak gecontacteerd geweest met de vraag waar we nu toch mee bezig waren, wat de volgende test zou zijn, of dat ze iets konden doen waarmee dat ze impact konden hebben. Maar we hebben heel vaak de lippen op elkaar gehouden. Ja, ze wilden allemaal heel goed scoren. Nu, uit jullie test komt Gent er goed uit, maar ja, wij horen dat Mechelen ook de beste burgemeester heeft. Dat is een andere verkiezing, maar bon, daar kan ik niet veel over zeggen. In elk geval, dikke proficiat ook aan al uw medewerkers. On peut applaudir la rédaction régionale du Nieuwsblad. Séance photo en live, chers amis, de la presse locale à la presse écrite. Ils sont 3 ce soir à se disputer ce trophée. Alors, on regarde. Et je vous donne quelques détails sur ces nominations. Pour le journal Le Soir, Philippe Van de Weyer propose « Je vais à Rio », une série de portraits de champions pas comme les autres, sélectionnés pour représenter la Belgique aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. Le jury a apprécié l'écriture fluide et efficace, sans connivence. Pour Médor, Céline Gauthier s'immisce dans les coulisses de la procréation médicalement assistée, dont la Belgique est un pays pionnier. Dans son reportage « La maculée conception », elle démontre les intérêts économiques qui se cachent derrière la procréation sans frontières. Une enquête remarquable, abordée aussi sous les aspects scientifiques, éthiques et sociaux. Et puis enfin pour l'Écho, 13 journalistes signent 12 idées pour s'en sortir. C'est une démarche inédite puisqu'il s'agit d'un journaliste de solution où les auteurs proposent des projets accompagnés d'une étude de faisabilité très, très fouillée. Par exemple, pour n'en citer qu'un, la création d'un musée du Louvre ou de l'équivalent pour notre capitale, Bruxelles. Alors on va tout de suite découvrir quelle est la plume de la presse écrite qui est récompensée ce soir, Alice. La maculée conception van Céline Gauthier pour Médor. Céline Gauthier. C'est donc Céline Gauthier qui nous rejoint sur cette scène pour Médor et pour cette très belle enquête. Félicitations Céline, on peut se rapprocher. Hein? Merci. Ah, ça fait quoi de gagner un prix comme ça? C'est émouvant. C'est émouvant. Et ça fait du bien. plaisir. Ça fait plaisir après une véritable enquête, un vrai travail extrêmement fouillé, tant en Belgique qu'en Espagne notamment. C'est vraiment un reportage sur les dérives de ce qu'on appelle la PMA. Hein. Oui, et plus spécifiquement le don de vos sites, sur lequel je n'ai pas un avis définitif, oui. Mais j'ai voulu voir un peu ce qui se cachait derrière, et il y a des choses qui sont en tout cas plus que douteuses et qu'il faudrait, en tout cas, sur lesquelles il faudrait se pencher. C'est aussi la démonstration que finalement, dans la vie aujourd'hui, tout s'achète
Oui, tout à fait. Même la vie. Tout s'achète, même la vie, avec souvent les meilleures intentions du monde. Oui, et donc, souvent des tarifs étonnants aussi. 1 000 € pour une compensation aux donneuses d'ovules, c'est vraiment... c'est rien, finalement, pour la vie. C'est rien, et c'est beaucoup à la fois. Et c'est beaucoup parce que c'est un vrai incitant pour des femmes qui ont peut-être besoin d'argent et qui font un acte qui est vraiment lourd de conséquences. Céline, vous disiez, j'ai pas d'avis tranché, définitif sur ce sujet sensible, évidemment, éthique. Oui. Y a des choses qui vous ont révolté en enquêtant? C'est le tabou qui est autour de ce sujet. Donc, le don d'ovocytes, ça concerne énormément de femmes en Belgique. Et elles m'ont toutes dit que c'était un tabou, que c'était très difficile d'en parler, que personne n'en parlait. Et les médias, vous êtes là, il faut entendre ce message, qu'on ne parle de ces questions-là que dans les pages tendances ou débats pour ou contre. Et c'est des questions sur lesquelles il est très difficile d'être absolument pour ou absolument contre. Et bien, en tout cas, bravo Céline, bravo Merci Amédor. beaucoup. Merci. Deuxième trophée d'affilée, après celui de l'an dernier. Bravo. Tijd dan voor de Nederlandstalige categorie geschreven pers. Ook daar zijn er 3 genomineerden. We kijken even. Ik vat ze nog even voor u samen. Philippe Rogiers, die voor de Standaard Weekblad een reeks maakte, Brood en Boter. En daarin brengt hij de politiek terug tot waar die echt om draait. Gwen de Klerk heeft een heel persoonlijke reportage geschreven voor De Tijd over haar vader, die wanneer hij terminaal ziek is, beslist om deel te nemen aan een experimentele therapie. En dan vooral de vraag die ze nadien had, heeft het wat uitgehaald? Heeft zijn deelname de medische wetenschap vooruit geholpen? En Eline Bergmans die is voor de Standaard de stappen nagegaan van de onfortuinlijke Jordi, de jongen die het instellingskind, de jongen die helemaal op de dool was geraakt en eenzaam overleden is in een parkje in Gent waar iedereen hem vergeten was. Wie is het geworden? Alors, après Médor et Céline Gauthier pour la presse francophone, qui a gagné le prix de la presse écrite néerlandophone? Eh bien, chers amis, il s'agit de Philippe Rogiers. Standaard. Philippe Rogiers voor de Standaard. Gefeliciteerd. U wilde met uw reeks een antwoord geven op de vraag die veel mensen zich stellen. Waar zijn die politici mee bezig? Ja, dat klopt, want we zien daar in de pers vooral eigenlijk de top van. Zijn het regeringswerk of de partijstrategieën heel belangrijk, heel noodzakelijk. Maar het leven van het gros van onze politici is eigenlijk gevuld met wat ik noem bread and butter issues, of wat de Britten bread and butter issues noemen. En dat gaat over heel dagelijkse zaken, hoe mensen wonen, leven, werken, onderwijs, cultuur. Ja, sorry. En in die zin draagt u de politici ook een heel warm hart toe. Dat is zo, ja. Het is eigenlijk een vorm van, en ik zeg het woord zonder schroom of ironie, constructieve journalistiek. Ik weet, je kunt daarvoor gestraft worden. Maar ik heb altijd wel geweten wat Björn Soenens daarmee bedoeld heeft. Want constructieve journalistiek er bestaat misvatting over. Men denkt van dat is soft, dat is goed nieuws. Maar eigenlijk is confronterende journalistiek soms juist omdat ze... constructieve journalistiek is juist omdat ze constructief is, soms erg confronterend voor mensen die niet constructief in het leven of in de job staan, politici, bankiers,
theologen, arbeidsmarktspecialisten en ga zo maar verder. Oké, dat hebben we begrepen. Vindt u soms dat uw collega-journalisten, politieke verslaggevers over alle media heen dan te veel aandacht geven aan die politiek-politicien, zoals we noemen? Nee, dat ga ik zeker niet zeggen, want ik ben zelf ook nog altijd... Ik hou ook nog heel erg van het spelletje, de bal en de mannetjes. En ik doe er graag aan mee. Nu zaterdag nog in DS Weekblad. Nee, ik vind het heel belangrijk. Maar ik ben wel altijd een heel groot voorstander geweest van, niet een synergie, dat is een vies woord, maar een goede symbiose, samenwerking tussen uw wedstrijdredactie en een binnenlandredactie. Ik zou altijd graag gehad hebben dat die tussenschotten zouden verdwijnen. Maar ik ben nooit chef geweest, dus ik heb nooit de kans gehad om iets te forceren. Ja, komt misschien nu met die prijs, wie weet. Ja, u heeft 100 afleveringen gemaakt van uw reeks. Dat is ontzettend veel. Lag die inspiratie altijd voor het grijpen? Ja, wekelijks verschijnt er zo'n pak, gelukkig niet meer op papier. Gelukkig voor de bomen, maar digitaal verslagen van ettelijke commissies. Er zijn in dit land veel parlementen, zoals u weet. Dus er zijn ook heel veel commissieverslagen. En daar vind je echt altijd als journalist, maar niet alleen als journalist, ook als burger vind je daar altijd brood en boter in. Ja. Gefeliciteerd met uw prijs voor uw prachtige reeks. Philippe Rogiers. Félicitations à Philippe Rogiers. Nous en sommes déjà à la 4e catégorie qui récompense la presse photographique avec 3 candidatures retenues par le jury. On regarde. Deze categorie fotopers zijn de Nederlandstalige en Franstalige kandidaten samengezet. Het zijn Fred de Brok voor de Standaard Weekblad, die de verhuizing van een historisch paneel heeft vastgelegd. Anthony Deye voor L'Echo heeft foto's gemaakt rond de sluiting van Caterpillar. En met hetzelfde onderwerp Caterpillar, dat leeft erg in Wallonië. Voor La Libre Belgique dan heeft Olivier Papigny een nominatie in de wacht gesleept. Wie wordt het? Alors, quelle est la photo, le cliché qui a retenu l'attention du jury tout particulièrement? Eh bien, c'est celle de Fred de Brok. Fred de Brok, proficiat met uw prijs. Ik vind het een beetje jammer dat we de foto niet nog eens kunnen tonen. Dat is niet mogelijk. On va peut-être pouvoir remontrer la photo ja, de Fred de Brok. Ja, dat zou fijn zijn, nu dat we het er toch over gaan hebben. Toen ik naar de foto keek, was ik niet verbaasd dat ik nadien las dat jij uit de theaterwereld komt. Is dat een normale vaststelling? Ik beschouw het als een compliment. Ja. Ik denk dat ik wel op zoek ga naar theatraliteit in beelden en met licht. En dus dat kan, ja. Toen u deze opdracht kreeg, u moest de verhuizing van het paneel, een paneel van het Lam Gods gaan fotograferen. Wat dacht u toen? Ik was zeer blij dat ik daarvoor uitgekozen was, want dat was wel een heel unieke kans om dat mee te maken. En ik was daar direct heel blij mee. Dat was een kans uit de 1000, waarvoor dat ik de Standaard heel dankbaar ben dat ik dat mocht doen. En weet u dan meteen, als u die foto heeft genomen, ja, dit is hem? Nee, ik wist wel dat dat het moment was, want dat was het moment. En ik had ook al een oog op die man, omdat hij echt als uit het schilderij gekomen was. Maar nee, want het was heel moeilijk, omdat dat achter een glazen wand was en wij mochten daar niet in voor de lucht, ik weet niet wat. Dus het was heel veel reflectie en zo, dus ik heb echt wel ook chance gehad dat het licht van onder kwam, juist als hij passeerde en zo. Ja. Ja, het is een prachtige foto geworden die de persfotografie bijna overstijgt. Het is kunst geworden. We kunnen het jammer genoeg niet zien. Wat maakt volgens u de foto zo sterk?
Ja, het is deels het licht, omdat het licht komt van onder en de man en van achter ook nog, waardoor dat hij... Dus dat deels, ja, het onderwerp denk ik gewoon, omdat dat ook... Ja, het is wel geschiedenis. En ja, de kleuren, ik heb graag kleur. En het contrast ook, denk ik, tussen die man... Ja, en dat de man net uit het schilderij gekomen is. Ja. Proficiat, geniet ervan van uw prijs. On n'a pas revu la photo, mais c'était tout comme grâce à Annelies et au photographe. Alors, nous sommes maintenant à la moitié de cette cérémonie des prix de la presse avec le prix de la presse germanophone. Regardez. Vous l'aurez compris comme moi, cette année, dans cette catégorie, le suspense, Annelies, est absolument insoutenable. Het is het spannendste moment van de avond. Ongetwijfeld, ik ga nu mijn beste Duits bovenhalen. Het is Damas in Oost-België geworden van Heinz Warny. Heinz Warny, qui nous rejoint maintenant, s'il est là. Le voilà. Heinz Warny est ancien rédacteur en chef du Grain Seco. Il a publié 45 reportages et portraits de personnages issus du milieu politique, économique, culturel, qui ont joué un rôle important dans la région et ont influencé l'histoire de la région d'Eupen-Malmedy et de la communauté germanophone. Heinz, félicitations. Merci. Alors, pour vous, c'est pas une première, je pense. Vous aviez déjà eu un prix par le passé. Il y a longtemps, je ne me souviens plus, je ne saurais pas dire dans quelle année, mais bon. Bon, il faut dire que Heinz, vous êtes freelance maintenant, il faut le dire, c'est une incarnation du journalisme et la preuve vivante que le journaliste et que le journalisme, c'est davantage une vocation qu'un métier. De toute façon, moi je dirais qu'une fois qu'on est passé à l'âge de la pension active, il y a moyen de faire peut-être autre chose. Et moi je l'ai fait en retraçant des portraits de gens qui ont eu beaucoup d'importance dans le passé de notre région, au-delà de 1920. Et comme il faut avoir beaucoup de temps, c'est peut-être maintenant que le moment est idéal pour le faire. En plus, après les 50 articles, chaque article pendant une semaine, on va continuer et on va sortir un livre avec 90 portraits, et ça pour le 90e anniversaire du journal qui sera fêté cette année, la fête de l'année. Eh bien, gageons qu'on le reverra pour les 90e prix de la presse Belfus. Dans ce cas-là, merci Heinz et félicitations. En we zitten intussen toch al goed over halfweg. Nu komen nog een aantal belangrijke prijzen aan. Onder meer radiopers. Eens kijken wie er genomineerd is. Well, let the fun begin. Dit is Jim, rancher in Arivaca, in het zuiden van Arizona op de grens met Mexico. I have concluded long before Mr. Trump that we need a wall, we need roads, and we need forward operation bases. Het is nu vrijdagmorgen en ik zit in de auto op weg naar Den Haag, want ik heb daar afgesproken met een pedofiel. Ja, dit is de natuur. De een is hetero, de ander is homo. Je hebt de transgenders in deze wereld. En er zijn een paar unlucky bastards die dan de pedofielprijs winnen. Hier in de volkswijk Katoy zijn de houten winkeltjes meestal dichtgebleven. Niet alleen uit schrik voor rellen, maar ook uit ongenoegen omdat president Kabila zijn verkiezingsbeloftes van 2011 niet heeft gehouden. Luc Nkulula. Ils discutent de comment ils vont se partager les pouvoirs au lieu de discuter sur notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui très mobilisés.
Ja, filmpjes van radioreportages die zijn altijd zeer mooi. Ik vat de genomineerden nog even samen. Els Isles is genomineerd voor haar reportagereeks Amerika, land van tegenstellingen voor De Ochtend en De Wereld Vandaag, VRT Radio 1, waarin ze probeert om ons toch ook wat begrip te doen krijgen voor de Amerikaan die op Trump heeft gestemd. En ook voor Radio 1 is Filip Heijmans genomineerd voor zijn podcast Iemand, voor de aflevering waarin hij een pedofiel interviewt die vrijuit praat, die erkenning zoekt voor zijn geaardheid, maar die voor alle duidelijkheid niet in de praktijk brengt. En dan nog voor Radio 1 zijn Katrien van der Schoot en Mick Delbar genomineerd voor hun berichtgeving in Congo, waar het de journalisten allerminst gemakkelijk wordt gemaakt. Wie van de drie? Allez, on se lance. Ils sont deux, Katrien van der Schoot et Mick Delbar. Ze zijn er allebei. Katrien van der Schoot en Mick Delbar. En ze is er duidelijk van aangedaan. Ben je echt geschrokken, Katrien? Wel, ik dacht nooit dat ik het zou halen tegen Els en Philippe, maar omdat we zo'n goede collega's zijn en ze ongelooflijk werk hebben verricht. Maar ja, natuurlijk ben ik heel vereerd samen met Mick om hier ook te kunnen zijn, om hier terug te kunnen zijn, want het was inderdaad wel een heel gevaarlijke tocht om naar Congo te gaan, zeker met wat er allemaal toen rond die tijd gebeurd is. Ja, er waren geen journalisten welkom in Congo op dat moment, maar jullie zaten wel in Noord-Kivu. Hoe waren jullie daar geraakt, Mick? Het was een tocht over aanvankelijk Rwanda. Dat is dan niet gelukt en zo zijn we 600 kilometer via Oeganda moeten reizen. En dan met de nodige spanningen aan de grens, maar dan toch. En toen jullie daar waren, zaten jullie echt midden in het protest tegen Kabila. Hoe was dat? Ja, het was telkens opnieuw uitkijken natuurlijk. Kijken, zullen we onze draaitoelating wel krijgen na wat er met onze tv-collega Peter Verlinde was gebeurd in Kinshasa, die al was buitengezet voor wij nog maar het land waren binnengekomen. Was het echt een heel nachtje nadenken en peinzen, zullen we het wel doen, zouden we het wel doen of niet? En ik heb toen echt vooral gedacht aan de mensen die ik nadien heb kunnen interviewen en daarom ben ik ook zo blij. Mensen die eigenlijk dagelijks in die situatie leven. Voor ons was het maar 4 dagen, maar die mensen die nu, ik zeg maar in Goma of in Beni of in Kasai leven in deze vreselijke politieke situatie van Congo, eigenlijk draag ik de prijs aan hen op en ben ik daarom blij dat we toch naar hen zijn gegaan. En inderdaad, zoals je zegt, je collega Peter Verlinde was al meteen op een vliegtuig gezet met zijn cameraploeg. Is het dan als radiojournalist iets makkelijker werken omdat je toch iets minder zichtbaar bent? Ik denk dat dat wel meespeelt. Nu, ik ben al veel in die streek geweest in Oost-Congo. Ik voel me daar een beetje op mijn gemak. En we hebben het ook helemaal gedaan volgens de weg die nodig was, namelijk naar de provinciale autoriteit gaan. Gewoon alles volgens het boekje. En ja, tot onze grote verbazing is dat dan gelukt. We hebben niet veel risico's genomen, behalve dan de risico's om mensen, rechtenactivisten aan het woord te laten. En daardoor is hun stem ook tot bij ons hier in België geraakt. En daar ben ik heel blij om. Ja, zeker, want het mocht niet, maar jullie hebben het toch gedaan. Waarvoor dank. Geniet nog van jullie prijs, Katrien van der Schoot en Mick Delbar. Et on passe aux médias des grandes voix du côté francophone, avec, vous allez le voir, cette année, chaque fois des doubles candidatures. On regarde. À la fin du mois, sur sa table de mère célibataire de 2 enfants, 1 300 € pour remplir tout juste le frigo et une impression tenace. On se dit qu'on va travailler pour rien, quoi. Pas pour vivre, mais on doit survivre. Diplômés, mais chômeurs de longue durée, un statut que les conseillers actiris rencontrent de plus en plus. Un village montagnard, d'où à partir de 1946, les jeunes hommes sont partis pour Rebec en Belgique et ses carrières, pour le bassin de Charleroi et ses mines profondes. Marianne est née à Tubize et s'est sentie appelée, happée littéralement par le pays de ses grands-parents. Est-ce que vous vous sentez italienne ou vous vous sentez belge? Italienne. Toujours italienne. Aujourd'hui, retour sur la chute fracassante de Fortis.
C'était la nuit du 5 au 6 octobre 2008. Le groupe de banque assurance au bord de la faillite est complètement démantelé. La planète financière tremble, les banques se méfient l'une de l'autre, elles arrêtent de se prêter de l'argent entre elles, les dominos tombent. Et voilà, chers amis, j'espère que vous n'avez pas mal aux yeux. Je vous donne quand même quelques explications sur ces 3 électrocardiogrammes qui vous donnent des palpitations ce soir. Soirée interdite au cardiaque. Pour la première transversale sur la RTBF, Jérôme Durand et Julien Bader, qui, comme ce fut le cas pour Patrick Séverin tout à l'heure, s'intéressent aux nouveaux pauvres étudiants, classe moyenne, familles monoparentales. Leur nombre ne cesse d'augmenter dans les grandes villes. C'est un reportage qui a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme. Des témoignages forts, des chiffres concrets qui viennent en appui du propos, souligne le jury. La concurrence est féroce chaque année pour la première transversale sur la RTBF avec Una Storia, Françoise Barré et Jean-Marc Vierzet nous emmènent à la rencontre de ces petits-enfants de mineurs venus d'Italie, vers Liège, Mons, Charleroi. Ces enfants de la 3e génération, 5000 belgo-italiens, qui ont fait le choix inverse. Ils sont partis, eux, revivre en Italie. Que représente encore pour eux la Belgique, hormis les gaufres et les boulets sauce lapin qui, paraît-il, ils ont importé avec eux dans la péninsule. Et puis, pour la première de la RTBF, Arnaud Reussen et Patrice Hardy présentent Autopsie, que ce soit pour la chute de Fortis ou pour l'abdication d'Albert II ou encore pour le démantèlement de la cellule terroriste à Verviers. Ils dissèquent en 7 émissions de 55 minutes les faits marquants de l'actualité des dernières années pour en comprendre les contours, les causes, les faces cachées. Récit clair, fouillé, couronné par un montage soigné, à apprécier le jury. Annelies. En de jury heeft beslist dat het Autopsie is geworden van Arnaud Ruyssen en Patrice Hardy. Arnaud Ruyssen et Patrice Hardy qui nous rejoignent. Félicitations à vous. Alors, chers amis, dans ce métier, on est souvent, comme on lit, dans le nez dans le guidon. Et vous avez pris le temps de revenir finalement sur des événements. Est-ce qu'on les perçoit différemment avec un certain recul ? Vous avez tout compris, c'était ça le but, c'était de se dire, tiens, ces dossiers, on a tous gardé quelques éléments, on se souvient d'extraits de journaux qu'on a vus, etc. Mais et si on les reprenait une fois dans leur globalité ? On l'a fait sur 7 épisodes. Dans les coulisses aussi. Dans les coulisses. Alors on est allé revoir les acteurs. Je cite le cas de Fortis en particulier parce qu'on a entendu cet extrait et on avait eu, pour réaliser cette émission, une longue interview avec Luc Koon qui a disparu entre-temps. Et je ne sais pas si... Je pense qu'à l'époque, il savait déjà sans doute qu'il était condamné par la maladie. Et on avait vraiment eu l'impression, Patrice sera d'accord avec moi, on est resté 1h30 dans son bureau, qui nous livrait un peu une sorte de testament sur la façon dont il avait vécu cette affaire-là. Ça dit de ce qu'on a voulu faire comme travail, c'est-à-dire essayer d'aller revoir les gens et en espérant qu'avec la distance un peu du temps qui avait passé, ils allaient nous raconter les choses comme elles s'étaient vraiment passées et pas comme la com en général fait qu'on a envie de les raconter à ce moment-là. Et il y a des choses que vous avez apprises, Patrice ? Oula Plein de choses. Oui. Sur le photovoltaïque, sur l'application du roi, on a eu des petits secrets, notamment de Joël Milquet qui nous racontait ce qui s'était passé entre... Allez, un petit secret pour nous, juste comme ça, on est entre nous ce soir. On a appris que Loreton Collins avait dormi dans une baignoire. C'est pas très intéressant. Je sens qu'il va y en avoir une demain. Non, mais on a eu d'autres bonnes choses assez croustillantes. Et, enfin, sur le fond, c'était assez intéressant. À tout hasard, vous avez des photos ? Non. Non, c'est dommage. Alors, il y a dans votre travail de l'enquête, il y a de la narration, des archives, vous l'avez dit, des interviews, dont celle de Luc Koon. C'est vraiment ce qui couronne le travail d'autopsie, finalement, dans le journalisme. Oui, c'était... allez, c'est un petit message, il y a plein de journalistes et de médias ici. Je pense que si on veut pouvoir, à un moment donné, amener un regard un peu en profondeur sur les dossiers, il faut investir du temps, il faut investir un peu des moyens pour ça. Et là, on a eu la chance de pouvoir bosser pendant 2 mois et demi, à peu près, Patrice, sur 7 dossiers. C'était quand même une course contre la montre, parce que c'était pas simple. Mais on a pu, effectivement, je pense, sur les dossiers qu'on a choisis, faire un tour un peu complet. Et donc, je crois que si vous avez du temps pour podcaster ça, ils sont toujours en ligne, en allant courir, en allant faire un trajet en voiture, se remettre 1 heure, un dossier en tête. A priori, c'est fait pour ça. Allez, Arnaud Ruyssen, Patrice Hardy, félicitations et bonjour à Laurette.
En van radio gaan we naar tv, naar de categorie televisiepers. We kijken eens even naar de 3 genomineerden. Revalideren na 22 maart. Hoe ga je daar als slachtoffer mee om? Dat is schrikken als je dat ziet. Veel mensen zeggen je hebt geluk gehad, maar geluk kun je dat niet noemen. Maar in vergelijking met andere mensen die dat zijn gestorven, heb je misschien wel geluk, ja. Dat ik niet op mijn gezicht ga. Oh joh. En dat is de kern. Het gaat over het genieten van de perversie en van de dominantie. Pedofilie heeft eigenlijk niks met seks te maken. Het stopt niet doordat deze man klaarkomt. Onmiddellijk begint die dwang opnieuw. Het is genieten van het machtsspel. Maar opnieuw, een tijd lang zal hij zeggen, ik kom er niet aan. Maar er aankomen zal komen. Het wordt de volgende fase. Abdeslam reisde door Italië, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. Het is de 4e keer, voor zover wij weten, dat Salah Abdeslam onderweg is voor IS. En de 3e keer dat hij naar Hongarije rijdt. De 3 mannen zijn Sami Amimour, Omar Mostefai en Mohamed Aghat. Het is het commando dat later 90 mensen zal doodschieten in de Parijse concertzaal Bataclan. We zagen stukjes uit de reportage van Machteld Libert en Thomas Steetaert. Zij hebben een aangrijpende reportage gemaakt over de slachtoffers van 22 maart en hun moeizaam, maar toch ook wel heel erg moedig revalidatieproces. Dat was voor het programma Pano op 1. Dirk Leestmans, en dat is dan de onderzoeksjournalistiek in zijn meest zuivere vorm, heeft een reportage gemaakt over een pedoseksueel, Pieter 0167. En dat deed hij voor het programma Panorama op Canvas. En dan Farouk Ozgounes en Anne Berger hebben een meticuleuze reconstructie gemaakt voor VTM Nieuws van de handel en wandel van terrorist Salah Abdeslam, op een bepaald moment de meest gezochte man van het land. Ze zitten allemaal in spanning. Michel, verlos hen uit hun lijden. Oui, tension chez vous aussi, d'ailleurs à Nice. VRT face à VTM, j'imagine que vous devez avoir une préférence, enfin j'en sais rien. On va donc voir ça ensemble. Eh bien, il s'agit de Farouk Ozgounes et d'Anne Berger, de VTM. Proficiat. Proficiat, Farouk en Anne. Wij zijn geen koppel. Dus, Ja, jullie kwamen hand in hand op, maar dat was misschien een ontlading van de spanning of iets. We zullen het daarbij laten. Knap gedaan. Dat was een heel huzarenstuk, hè? Die handel en wandel van Salah Abdeslam bijeen puzzelen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Het was heel moeilijk. We zaten een jaar na de aanslagen en het dossier, het hele gegeven over de aanslagen, zowel in Brussel als in Parijs, was enorm. En we hebben geprobeerd om daar een lijn in te vinden. En we hebben ons eigenlijk vastgebeten op Salah Abdeslam, die op dat moment niets wou zeggen. En dan zijn we zelf maar gaan zoeken naar wat zijn bijdrage precies was. En die was eigenlijk veel groter dan wij dachten. Jullie hebben daar ook eigen garing, toch dingen bijeengezocht die we nog niet wisten. Onder meer dat hij naar het buitenland was gereisd en daar nog kompanen had opgepikt. Heel die weg hebben jullie gereconstrueerd. Ja, we hebben heel de weg gereconstrueerd. Eigenlijk was het vooral informatie die beschikbaar was als je hard genoeg zocht. Maar wat wij gedaan hebben, is het eigenlijk allemaal samengebouwd in een coherent verhaal. Laat mij maar het woord nemen, want ik ben heel blij gewoon. Blij, maar helemaal van de kaart. Oké. Dan nog een vraag voor jou, Farouk. Sommige mensen zeggen, de journalisten die praten altijd maar over die terroristen en ze doen daar zoveel over en ze maken daar helden van. Wat vind jij van zo'n kritiek, commentaar? Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Ik denk niet dat de terroristen die we tot nu toe, waar we het over gehad hebben, dat we die op een of andere manier als helden hebben voorgesteld. Integendeel, ik denk dat in al ons werk, zeker bij ons ook op de redactie, dat we die counter-narratives, zoals het dan heet, aantonen dat daar helemaal geen heldendom aan verbonden is, dat dat pervers is, mensen doden uit idealisme of uit welke overwegingen ook. Dus ik ben het absoluut niet eens met die kritiek. Ja, dan heb je goed repliek kunnen geven op die kritiek, dat is prima. Nu, sindsdien, sinds jullie reportage is uitgezonden, zijn er nog elementen, puzzelstukjes bijgekomen? Komt er een vervolg?
Wel, de hele kwestie die wij aankaarten in de reportage, namelijk dat Salah Abdeslam eigenlijk onder de ogen van de Belgische politie 10 terroristen is gaan oppikken op verschillende plaatsen in Griekenland, in Duitsland, in Hongarije. Mensen die rechtstreeks betrokken waren bij de aanslagen, zowel van Parijs als van Brussel. Dat eigenlijk had kunnen vermeden worden als de politie zijn werk correct had gedaan. Vandaag de dag weten we dat dat niet mogelijk zou zijn. En die hele situatie is aangeklaagd en wordt momenteel ook besproken in de parlementaire onderzoekscommissie. Dus wij zijn heel benieuwd welke lessen de politiek daaruit zal trekken. Ja, we volgen het met jullie. Van harte gefeliciteerd nog met deze mooie bekroning op jullie speurwerk. Allez, le prix de la presse télévisée est tout aussi attendu côté francophone, un prix qui couronne un travail ardu, recueillir des témoignages et des images inédites, avec la difficulté évidemment de faire oublier la présence de la caméra aux interlocuteurs. 3 reportages se disputent le prix cette année côté francophone. Oui, lui, il avait des connexions là-bas. C'est lui qui a tout fait au niveau du voyage, parce que moi, donc, je dis, j'avais pas d'argent. Il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai réalisé que j'étais partie, que ma vie d'avant, c'était fini. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Dans cette maison-là, j'ai vu un enfant mourir. C'était 12 heures avant les attentats. Il y a quand même des éléments. On a retrouvé quand même un petit arsenal à Forêt avec des armes de guerre. Et effectivement, il y a encore quelques personnes que nous recherchons. Il y a une menace réelle sur l'ensemble du pays. Voilà, c'est possible ici, demain, maintenant, à Bruxelles. J'étais évidemment honteuse, parce qu'à ce moment-là, être enceinte sans être mariée, c'était vraiment un scandale. Est-ce que vous l'avez entendu pleurer? Non. Les gens de l'église étaient aidés de juges, d'avocats, de gynécologues, etc. C'était en fait un réseau de trafic d'enfants. Je vous donne quelques détails sur ces 3 nominations. Pour devoir d'enquête sur la une RTBF, un duo complice déjà nommé précédemment, Catherine Lorsignol et Jean de Waal, s'intéresse à un sujet qu'ils connaissent bien. Après djihadistes désamorcer la bombe, ils proposent cette année Au cœur de Daesh avec mon fils, l'histoire de Laura qui est revenue en Belgique après avoir passé 9 mois en enfer au cœur de l'État islamique avec son fils de 4 ans. La jeune femme se confie sans tabou, à visage découvert, un témoignage exceptionnel qui nous aide à comprendre le phénomène de la radicalisation. Pour la une RTBF, Thomas Gadisseux, Renaud Oyua et Ronald Leclerc présentent Attentat au cœur de l'État, une immersion au cœur du pouvoir durant les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Le jury a souligné un travail particulièrement méticuleux, de synthèse et une mise en perspective exemplaire. Et puis, pour Question à la une, sur la RTBF toujours, Annick Capel, Michel Boulogne, Serge Scott et Sébastien Dubetz nous proposent Adoption forcée, une enquête remarquable sur un sujet glaçant. Jusque dans les années 80, avec la complicité de l'Église catholique, des centaines d'enfants ont été arrachés à leur mère enceinte hors mariage. Dans des institutions du nord du pays, un vaste circuit d'adoption occulte a alors été mis en place. Annelies, lequel de ces 3 reportages, tous qualité, remporte le prix ce soir? Het is geworden Annick Capel et son équipe de Question à la une. Annick Capel avec Michel Boulogne, Serge Scott et Sébastien Dubetz qui n'est pas là, mais qu'on cite, c'est lui, il est là, c'est Sébastien qui est là. Bien Annick. C'est Serge qui n'est pas là. Voilà. Annick, félicitations. Merci beaucoup. Alors c'est un travail d'enquête remarquable, le jury a vraiment souligné ce travail. Qu'est-ce qui pour vous, dans ce sujet quand même glaçant, il faut le dire, a été le plus compliqué ? Le plus compliqué, c'était de convaincre ces femmes de témoigner. Certains l'avaient déjà fait dans la presse écrite, mais pas forcément devant une caméra. Et donc, ça a nécessité quand même un travail en amont assez important. J'ai passé des heures, voire des après-midi entières avec beaucoup de ces femmes pour essayer d'entendre leur histoire d'abord, mais aussi d'instaurer une relation de confiance pour expliquer qu'on était là pour faire les choses correctement et dans leur intérêt. Bien sûr, il y en
en avait beaucoup qui avaient envie de témoigner et de faire passer le message pour faire connaître leur histoire et pour obtenir la reconnaissance pour laquelle certaines se battent depuis pas mal d'années maintenant. Ceci dit, les années 80, c'était hier. C'est assez effarant de voir que ce genre de choses existait chez nous hier. Donc, est-ce que cette réalité existe peut-être encore dans certains milieux ? Sans doute moins, parce que les choses ont bien évolué, mais cette réalité, elle a duré jusque très tard. Et pas qu'en Flandre, d'ailleurs. Et pas qu'en Flandre. C'est pour ça que le phénomène était sans doute un petit peu plus connu au nord du pays, puisqu'il y a eu une commission parlementaire au Parlement flamand qui a précédé le reportage. Mais en Belgique francophone, on ne connaissait pas. Et c'est un petit peu le point de départ. On s'est demandé, tiens, est-ce qu'il y a eu aussi des cas en Belgique francophone ? Et nous avons tenté d'en rencontrer. Nous en avons rencontré quelques-unes d'ailleurs. Et la raison pour laquelle j'étais attachée à ce sujet, c'est que c'est en fait ma génération. Moi, je suis née en 1966 et c'est un destin... Peut-être la date complète au cas où, je ne sais pas. Voilà, ça s'est passé C'était quand, en 66, à partir... votre date de naissance, Annick ? Le 23 décembre. Voilà, si jamais vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que donc, ça s'est passé entre les années 50 jusque dans les années 80. Et c'est un destin qui aurait très bien pu être le mien, parce que ma mère, par exemple, était très jeune, elle a accouché très jeune. Et je me dis... donc je me suis sentie vraiment concernée aussi personnellement par toutes ces histoires. Eh bien, très beau reportage, félicitations. On n'oublie pas sa date d'anniversaire, c'est la veille de Noël. Donc voilà, bravo à vous. We zijn er bijna door, maar nog niet helemaal, want last but not least, zoals dat dan heet, de laatste prijs vandaag die voor financiële en economische pers. We kijken even naar de 3 genomineerden. En ik zou willen vragen dat Jos Kleisters tot hier komt, voorzitter van de Raad van Bestuur van Belfius, want hij mag zo meteen de winnaar in deze categorie bekendmaken. Intussen overloop ik ze nog even. Dat zijn Stefan Michiels, Peter de Grote, Bert Broens. Die hebben het debacle rond Optima uitgebracht in de krant De Tijd. Dan een team van journalisten van KNAK, Mo, De Tijd en Le Soir, die deel uitmaken van een internationaal consortium. En zij hebben met Panama Papers aangetoond dat er Belgen zijn die hun belastingen ontlopen, zoals dat dan heet, via offshore belastingparadijzen. En tot slot Edwald Pironet en Jan Lippes, die zijn voor KNAK, ex-werknemers van de Optima Bank, aan de tand gaan voelen over welke praktijken daar zoal gebezigd werden. Meneer Kleisters, ik ga u de enveloppen geven. Ja, nee. De eerlijke winnaar is Stefan Michielsen, Peter de Grote en Bert Broens. Ja, meneer Kleisters, normaal stellen de journalisten vragen aan u, maar nu krijgt u nog eens de kans om vragen te stellen aan de journalisten. Ik ga wel de microfoon vasthouden, voor alle duidelijkheid. Ja, ik heb begrepen dat dat gangbaar is, dat u de microfoon vasthoudt. Ik wil eerst, voor ik aan de journalisten een vraag stel, toch onderlijnen dat dit de 54ste keer is dat we de Belfius Persprijs doen. Dat is ouder dan de meeste mensen in de zaal.
En het is een monument en ook in moeilijke jaren hebben wij dat altijd willen blijven doen. Waarom? Omdat journalisten zo belangrijk zijn. De maatschappelijke verantwoordelijkheid, de maatschappelijke rol van goede journalisten die kwalitatief onderzoek doen, die kritisch zijn ingesteld, die hun bronnen checken en checken wat dat ze schrijven, zijn het geweten van een democratie. En daarom blijven wij die persprijs doen. Nu ga ik een vraag stellen aan u. Jullie hebben eigenlijk heel wat onderzoek gedaan naar de Optima Bank en het Optima dossier. Ik ben zelf verheugd dat zo'n dossier wint, omdat het het verschil moet maken tussen banken waar deontologie verloren is en de andere. Ik laat u daar graag een commentaar op geven. Nu, maar Optima was een zeer kleine bank die door weinig journalisten gevolgd werd. Ik was een van de weinigen die dat deed. Ik heb hier 5 jaar geleden ook gestaan, een persprijs gewonnen toen met Optima, voor ze eigenlijk een bank was. Ik ben dat altijd blijven volgen en dan zie je wel dat daar dingen niet pluis zijn, dat dat toch wel een raar soort bank is. En dan, als je dat blijft volgen, dan zie je wat er daar gebeurt en dan komt die informatie op de duur een beetje automatisch naar je toe, want de mensen weten dat is iemand die het dossier kent. En zo is de informatie bij ons gekomen dat zij door de Nationale Bank eigenlijk hun bankvergunning waren ingetrokken. Dat heeft nog een paar dagen geduurd om dat bevestigd te krijgen, want wij wisten wel, als we die informatie naar buiten brengen, dan heeft dat relatief belangrijke consequenties, kan dat hebben. Maar het is onze taak, denk ik, als journalist om het dan toch te doen. En Optima was er zelf ook wel van op de hoogte dat jullie dit gingen uitbrengen? Uiteraard, want zoiets brengen, stelt die mensen niet voor verrassing. Je moet toch eens vragen, wat is dat precies, jullie reactie en dergelijke. Ze hebben nog wat druk uitgeoefend om publicatie tegen te houden. Uiteindelijk zeiden we gaan het toch doen. En ze hebben dan nog snel een persbericht uitgestuurd waar het een en ander wat verhulde in positieve taal geschreven werd. Maar het was duidelijk, het is voor de dagen nadien heel duidelijk geworden wat er allemaal gebeurd is en die informatie blijft naar buiten komen. Dus, ja, Peter de Grote, was dit ook een dossier dat u ook al lang volgde? In mindere mate eigenlijk. De grootste bijdrage is van Stefaan. Het stuk dat ik voor een stuk mee voor mijn rekening genomen heb, is de verstrengeling tussen de politieke en zakelijke belangen. Waarover dat ik zou willen zeggen, deontologisch, niet deontologisch, bij Optima, wat mij voornamelijk opviel, is dat het eigenlijk niet zo zwart-wit is. Van Optima wisten er heel veel mensen dat het een slecht idee was om er een banklicentie aan te geven. Het is toch gebeurd. Heel veel mensen hadden een slechte ogen. Het is tot grote proporties opgeblazen achteraf, die voor een stuk op voorhand voorzien waren, wat toch opvallend is. Ja, er is deze week ook nog wat nieuws uitgekomen, hè, dat die banklicentie onmogelijk had kunnen gegeven worden, dat meneer Piqueur een veroordeling had zelfs. Dank jullie wel en hartelijk gefeliciteerd met de prijs. Félicitations aux journalistes du Tate. Côté francophone pour le 54e prix de la presse économique et financière, 3 candidatures et tout de suite un aperçu en image. Et pour remettre ce prix, chers amis, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Monsieur Marc Rézières, CEO de Belfus, que vous pouvez accueillir chaleureusement. Et pendant que Marc Rézières me rejoint,
Je vous donne quelques mots sur ces 3 candidatures. Pour Trends Tendance, Christophe Charlot signe Uberize Me. Je me suis fait ubériser pour 2124 € seulement. Une enquête d'1 mois dans l'économie dite collaborative. Christophe Charlot est devenu en conditions réelles prestataire pour différentes plateformes, comme Airbnb par exemple, ou Deliveroo, Take It Easy. Enquête soutenue par une démarche multimédia, vidéo et web. Pour l'Écho, Benoît Mathieu et Jean-Paul Bombard proposent un vrai tax shift, un dossier paru dans le supplément dont on parlait tout à l'heure. 12 idées pour s'en sortir, une remise à plat de notre système fiscal, devenu lisible au fil des réformes, et une proposition de réforme en profondeur qui va beaucoup plus loin que le tax shift qui est porté par l'actuel gouvernement. Et puis, toujours pour l'Écho, Nathalie Bams et Martin Buxan signent L'argent des syndicats, une enquête méthodique reconstituant les avoirs financiers et immobiliers des 3 grands syndicats du pays. Alors, Monsieur Rézière, je vous donne l'enveloppe. C'est à vous. Merci beaucoup. C'est juste pour un instant de nous dévoiler le nom du ou des lauréats. Eh bien, le vainqueur est Christophe Charlot pour Ubérisez-moi. Christophe Charlot, félicitations. N'oubliez pas de remettre le prix. Alors voilà, c'est le vôtre. Je vous laisse. Christophe, c'est vraiment de l'immersion, hein, ce reportage, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous endossiez vraiment le rôle des prestataires de services. Qu'est-ce qui était le plus dur finalement dans cette double démarche ? Le plus dur, physiquement, c'était évidemment d'être coursier à vélo, c'est-à-dire c'est des conditions. Bon, j'ai pas choisi le meilleur mois puisque j'ai choisi le mois de mars. Il faisait 4 degrés, il pleuvait, donc les conditions n'étaient pas optimales. Et c'est vrai que j'ai une petite pensée quelque part pour ces coursiers qui sont sur la route entre les voitures, qui doivent gérer les horaires et qui doivent vraiment foncer pour finalement, et c'était un peu la conclusion du reportage, gagner assez peu d'argent dans des conditions vraiment difficiles. Bon, vous êtes récompensé ce soir, ça va un peu compenser les choses. Oui, alors, Christophe, après cette enquête, quelle est finalement votre vision de ce qu'on appelle l'ubérisation de la société ? L'ubérisation, c'est vraiment un phénomène qui est en marche. Alors, ça apporte beaucoup de bonnes choses pour le consommateur, parce que c'est vrai qu'au final, c'est vraiment des services qui sont organisés pour faciliter la vie des gens, pour se faire livrer des plats, pour se faire conduire en voiture, etc. À côté de ça, c'est vrai qu'on voit quand même que le phénomène qui vient essentiellement des États-Unis, ce sont ces grosses entreprises qui ne tiennent pas toujours compte des vraies réalités sociales ici, et ça pose énormément de questions encore aujourd'hui, même si on voit qu'il y a un certain encadrement qui se fait, mais les questions sont toujours là. Christophe, le jury récompense votre démarche assez inédite, il faut bien le dire, et puis aussi la forme de votre enquête, une démarche multimédia, vidéo, web, c'est aussi l'avenir de notre métier, ça. C'était un bon défi. C'est vrai que chez Roularta, on a un groupe assez multimédia, mais il faut encore faire fonctionner tout ensemble, et c'était une bonne première, je dirais, pour nous, de pouvoir combiner à la fois de la télé, du web, du papier, et donc ça, c'était vraiment aussi intéressant en tant que journaliste, et une aventure vraiment extraordinaire. Chers amis, Christophe Charlot de Trends Tendance. Bravo. En tot slot willen we toch nog even de topmensen van Belfius aan het woord laten. Meneer Kleisters, uw banken, u zei het al, reikt voor de 54ste keer deze persprijzen uit. Ook aan journalisten die banken fileren. U ziet ze wel heel graag, de journalisten. Ik zie journalisten heel graag, omdat, ik heb dat er juist gezegd, ze zijn de garantie van een democratie in een maatschappij. En daarom is de credibiliteit van deze prijs zo belangrijk. Ook al valt men banken aan, ik vind dat goed. Wij willen als Belfius een correct, edel bankiersvak uitoefenen. En het is goed als er geschreven wordt over anderen die dat niet doen. Voilà. Marc Rézière, on a vu ce soir des journalistes qui ont vraiment fait des démarches de fond, de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire sur l'information. C'est important pour contrer ce qu'on appelle parfois le court-termisme dans les médias. Écoutez, l'instantanéité, elle fait partie de notre société aujourd'hui. Pour autant, durant les divers commentaires de vos collègues, on a pu entendre combien le temps, les moyens sont nécessaires pour aller dans le fond des dossiers. Je crois que la presse aura de plus en plus de place dès l'instant où elle parvient à combiner. Il y aura toujours de l'instantanéité, mais le fond, et elle sera d'autant plus payante parce que dans un monde qui est sans cesse de plus en plus complexe,
aller dans le fond des choses et aller au-delà de l'immédiateté sera de plus en plus valorisé et reconnu. Et c'est un rôle fondamental que la presse a. Et quand je parle de temps, je voudrais, parce que les vainqueurs et les nominés ont été applaudis, je voudrais de nouveau mentionner le temps passé par le jury pour bien sélectionner et faire reconnaître par l'ensemble de vos collègues journalistes le travail du jury qui est absolument indépendant, et je propose même de les applaudir. Jos Kleisters, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette vision des choses. Je suis évidemment d'accord avec tout ce que Marc vient de dire. C'est mon rôle d'être d'accord. Ou vice-versa, je ne sais pas toujours. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est quand on regarde le monde dans lequel on vit, vous et nous, c'est un monde où de plus en plus les médias sociaux, le monde digital prend plus en plus d'ampleur. On parle de fake news, on parle de post-vérité, et tout ça devient important, mais aussi très dangereux. N'importe qui lance n'importe quel message par ces nouveaux médias. Et c'est pour ça que le rôle et la crédibilité d'un journaliste de qualité, un médium de qualité, aura de plus en plus de valeur dans la société de demain. Voilà. Wil u daar nog iets aan toevoegen, meneer Ressière? Nee? Nee. Ik ben akkoord. Maar misschien eerst toevoegen dan, dankzij u of wegens u, we weten dat die prijs 54 jaar oud is. Het is exact mijn leeftijd. Dus tot het moment dat Jos mij vertrouwen geeft, we gaan nog altijd met die prijs verder gaan. En volgend jaar, we gaan samen vieren onze 55. Dus ik stel voor dat wij toch iets speciaals ervan maken. En prima, nu we het toch over Belfius hebben, meneer Kleisters, met de verzamelde pers hier aanwezig. Het is misschien het ideale moment om iets te vertellen over de beursplannen. Nee, mag niet. Ik ga voort op wat u hebt kunnen lezen in de pers. Het is onze bedoeling dat wij hopelijk op een redelijke termijn een deel van Belfius naar de beurs kunnen brengen. Dat geeft ons toegang voor de toekomst van Belfius naar de financiële markten. Dat laat de staat toe een beetje geld te recupereren van wat ze geïnvesteerd hebben. Een staat qui peut être hyper content. Je vous rappelle 2 chiffres. Ils ont payé 4 milliards. La valeur aujourd'hui de Belfius est 8 milliards. Donc un actionnaire normal, il dit merci. Mais voilà. Oui, peut-être ajouter un point, on parlait de la profondeur, le temps et l'instantanéité. Et on sait très bien que votre métier, le nôtre, est en voie d'être disrupté, enfin c'est un mot très à la mode. Pour autant, dans le cas de Belfius, notre actionnaire, également les journalistes qui nous suivaient, nous ont donné le temps d'aller dans le fond des choses, de comprendre la problématique qui était la nôtre, de comprendre, de donner du sens à notre entreprise. Parce qu'un métier de banquier est un métier formidable, on soutient l'économie. Et ce temps nous a permis effectivement d'atteindre les chiffres que vient de mentionner Jos. Et de nouveau, comme nos métiers vivent la même transformation, prenons le temps, donnons-nous les moyens de réaliser soit des plans stratégiques importants et fondés, soit des articles de fond. C'est ça notre futur, je crois. Marc Ressière, Jos Kleisters, merci à vous. On peut les applaudir. En zo, bien sûr. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen van deze fameuze prijsuitreiking. Er zijn heel wat winnaars vanavond die nu hopelijk extra gemotiveerd zijn om hun geweldige werk voor te zetten. En dat hoop ik ook van harte voor de anderen die genomineerd waren, maar net naast die prijs hebben gegrepen. Zometeen is er een hapje en een drankje, maar ik zou wel de winnaars van vanavond willen vragen om zich nog heel even in te houden en naar het podium te komen zometeen voor een grote groepsfoto. En morgenochtend, dat wil ik ook nog meegeven voor de winnaars, ze zullen morgenochtend gecontacteerd worden door de bank voor de praktische afwikkeling. Voilà. Vous l'avez compris, demain, les lauréats recevront soit un SMS, soit un mail avec les aspects pratiques du prix qu'ils ont reçu. Donc pas d'inquiétude. Et puis, on invite bien sûr, Annelies, tous les lauréats à venir nous rejoindre pour la photo de famille, la traditionnelle photo de famille de cette 54e édition des prix Belfius. Et on se retrouve bien sûr pour le moment le plus agréable encore de cette soirée. C'est bien sûr la réception juste après. Merci, bonne soirée.